Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous voici au cinquième cours de cette série portant sur l'histoire connectée des empires à l'époque moderne. On avait commencé le cours début mai en traitant quelques questions d'ordre général et méthodologique. Puis, on a passé en revue la question des empires musulmans, puis l'Empire portugais avec deux angles d'attaque différents. Et donc, aujourd'hui, on arrive à un traitement de l'histoire de l'Empire britannique. L'Empire britannique, dans sa première incarnation, donc ce qu'on appelle parfois le premier Empire britannique, et normalement, donc, dans les définitions de ce genre de choses, le deuxième empire commence avec la perte des colonies américaines et le recentrement sur l'Asie et notamment sur l'Inde. Mais aujourd'hui, mon intention, c'est de faire autre chose, c'est-à-dire d'aller chercher les racines de l'Empire britannique et les racines donc au XVIe et début du XVIIe siècle. Et ce que je vais présenter, c'est en partie une recherche que j'avais menée il y a quelque temps avec mon collègue, le spécialiste de l'Empire espagnol, Anthony Pagden. On a donc aussi présenté ça dans le cadre des mélanges offerts aux grands spécialistes italiens de l'époque moderne, qui est Adriano Prosperi. Alors, notre propos aujourd'hui, c'est de traiter l'histoire de cet empire britannique, un empire qui existait parmi des empires, qui est arrivé un peu tard, on peut dire, par rapport aux autres empires, notamment espagnols et portugais qui existaient déjà. Et on verra en fait comment les Britanniques ont fait pour rentrer dans un cadre qui était déjà en quelque sorte défini, une moule qui était déjà donnée, et comment ils sont adaptés par rapport à ça. Donc, souvent, la façon de traiter ces questions, c'est, de façon classique, c'est l'histoire comparée. Et l'histoire comparée, bien sûr, a quelques atouts et quelques avantages, mais on verra qu'il faut aussi pas oublier les connexions entre les empires, pas seulement les connexions, disons, dans le genre d'un translatio imperi chronologique, mais aussi les connexions qui existent dans le cadre d'une concurrence entre les systèmes politiques. Alors, si on regarde l'historiographie française, cette histoire de la première situation des Britanniques au XVIe siècle n'a pas tellement attiré l'attention des historiens français. Bien sûr, dans cette vision encyclopédique qui avait Fernand Braudel dans les 3 volumes de la civilisation matérielle, économie et capitalisme, il a traité quelque part le premier empire britannique. Et je vais revenir brièvement sur ces propos. C'est notamment dans le 3e volume qui s'appelle Le temps du monde. Mais on verra qu'en fait, il saute assez rapidement sur cet empire pour arriver à des questions qui sont plus au centre de ses propres préoccupations. Alors, l'autre personne qui a bien sûr aussi traité cette question dans un cadre comparatiste, c'est l'historien de l'économie François Crouzet, mais alors que Crouzet avait fait des études comparées portant sur l'Angleterre et la France, il n'a pas tellement prêté attention aux questions de l'Empire en tant que tel, de l'Empire d'outre-mer. Donc, ça nous aide pour certaines choses, bien sûr, la réflexion de François Crouzet, mais ce n'est pas exactement le même genre d'exercice que je vais essayer aujourd'hui. Alors, quand on parle de l'Angleterre au XVIe siècle, bien sûr, on parle de plusieurs cadres, et un de ces cadres le plus important, c'est donné par le fait qu'on est au XVIe siècle en pleine époque de la guerre des religions. Et ici, cette carte un peu simpliste nous donne une Europe en 3 couleurs. À l'Est, bien sûr, l'Europe orthodoxe, et puis il y a les protestants en vert et
les catholiques en rose ou quelque chose de ce genre. Et bien sûr, les Anglais qui avaient eu leurs problèmes avec l'Église catholique, notamment déjà dans les années 1530, et qui ont hésité un peu, parce qu'il y a des allers-retours dans le cas de l'Angleterre entre le catholicisme et le protestantisme, des allers-retours qui vont durer d'ailleurs jusqu'à la fin du XVIIe. Mais bon, en gros, on peut dire que pour une grande partie du XVIe siècle, l'Angleterre et avec le Church of England s'est avéré du côté justement des protestants. Alors, pour aborder cette question, bien sûr, il faut aussi au moins rapidement revenir sur le fait que dans une plus longue durée, l'Angleterre était très liée avec la France à l'époque, disons, 14e, 15e siècle, pendant la guerre de 100 ans. Et vous voyez que juste dans les années 1420, il y avait une présence anglaise assez poussée dans le cadre de l'Hexagone. Mais après 1453, on met fin à ça et l'Angleterre se retire, pour ainsi dire, du territoire français. Et puis, il y a une période plus ou moins de 30 ans, la guerre des Roses, une époque de guerre civile, de factions, des seigneurs de guerre extrêmement puissants qui empêchent le développement d'un pouvoir central. Et tout cela donc, va se terminer dans les années 1480, à la suite de la bataille de Bosworth Field et l'avènement donc des Tudors, notamment de Henri VII en 1485, et qui va donc régner à peu près un quart de siècle. Alors, donc, Henri VII, c'est quelqu'un qui a donc une réputation assez compliquée, il faut dire, dans l'historiographie. Si on regarde du côté anglophone, on est un peu partagé pour donner toute son importance à Henri VII. On a plutôt tendance à se centrer sur le règne de son fils et notamment sur ce personnage que vous voyez à droite ici, Thomas Cromwell, devenu aussi maintenant un personnage littéraire grâce aux ouvrages de Hilary Mantel. Et alors donc, c'est à ces deux personnages qu'on normalement, dans l'historiographie, je veux dire anglophone, on a tendance à associer un phénomène qu'on appelle donc la révolution Tudor. Alors, c'est quoi cette révolution Tudor? Cette révolution Tudor, c'est associé avec quelqu'un qui a beaucoup influencé l'historiographie anglaise, qui est donc Geoffrey Elton, mais qui n'a guère eu d'influence d'écho, il faut dire, dans le monde francophone. D'ailleurs, Geoffrey Elton était assez critique envers l'école historique française et notamment à l'égard de l'école des Annales. Donc, ce n'est pas tout à fait surprenant que ça ne soit pas un personnage qui a retenu l'attention des historiens français non plus. Alors, Elton a beaucoup insisté sur cette idée qui était donc de la révolution Tudor, la Tudor Revolution in Government. Et c'est une idée assez simple, et c'est qu'en effet, Thomas Cromwell, l'éminence grise pour ainsi dire d'Henri VII, a conçu une façon de remodeler l'administration et le gouvernement central en Angleterre. Et ça correspond pour lui à une transition entre une forme médiévale à une forme donc moderne de l'État. Il a donc créé une machine selon Elton, donc c'est à partir de ça qu'on peut parler d'une modernité britannique qui correspond donc à une modernité, pour ainsi dire, d'État. Alors, c'est Cromwell qui est donc vraiment le personnage central, c'est lui qui est l'auteur d'une révolution à la fois dans l'Église et dans l'État. C'est lui qui a aussi facilité le divorce d'Henri VIII par rapport à Catherine d'Aragon, mais et aussi qui a aidé pour établir la Church of England. Mais donc, il a même déclaré quelque part que Cromwell était un révolutionnaire, un tel révolutionnaire qu'il a révolutionné le royaume
et transformer la nation dans tous les aspects de la vie. Donc, vous voyez, c'est une vision assez héroïque de Cromwell. Cette vision a donc beaucoup influencé l'historiographie anglaise, même si tout le monde n'est pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Mais soit on est pour, soit on est contre, mais de toute manière, on est influencé par cette conception. Et donc, l'idée, ça reste de lier cette question d'une transformation dans le royaume avec le problème de l'outre-mer et de l'Empire. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder ces questions. Je vous donne deux exemples assez différents, deux approches assez différentes. L'approche de Kenneth Andrews, qui était donc spécialiste de l'histoire maritime, était plutôt d'aborder cette question par le biais des marins, les pirates, des corsaires, etc. Le sous-titre de son livre Trade, Plunder and Settlement, c'est donc l'entreprise maritime, la genèse de l'Empire britannique. Il commence donc justement dans les années 1480 avec les Tudors. Et il nous démontre comment, en fait, toute une série de personnages, ces corsaires de l'époque élisabéthaine notamment, ont influencé la formation de cet empire jusqu'en 1630. À côté de ça, vous aviez un livre qui est tout à fait différent, qui vient de l'école tout à fait différente, qui est donc le livre de David Armitage sur les origines idéologiques de l'Empire britannique. Et le propos d'Armitage, c'est donc de revenir sur la question de comment analyser l'influence des idées. Alors, donc, Armitage qui appartient à ce qu'on appelle parfois l'école de Cambridge, qui est donc influencé par les travaux notamment de Quentin Skinner, John Donne, etc. Donc, il cherche à voir comment idéologiquement cet empire britannique s'est créé. Donc, d'un côté, vous aviez une histoire plus politique, économique, sociale, et puis vous aviez une histoire plutôt des idées en contexte, comme on dit, mais néanmoins des idées. Donc, deux approches différentes par rapport à cet empire. Et bien sûr, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a des allers-retours, des complexités dans ces processus à la fois religieux et politiques. Cette séparation avec l'Église catholique opérée par Henri VIII et Thomas Cromwell ne va pas forcément durer d'une façon simple. Il y a un retour quand Mary prend le pouvoir dans les années 1550 avec ces mouvements contre les protestants. Et bien sûr, par la suite, on a l'avènement d'Élisabeth qui va marquer normalement dans l'historiographie le début de quelque chose d'important. Et par exemple, si vous regardez un livre qui n'est pas un livre, disons, extrêmement profond, mais qui est un livre qui est populaire, qui a vraiment aussi marqué les esprits, c'est le livre de E.L. Rouse, donc The Expansion of Elizabeth in England. Et dans ce genre de livre, vous voyez qu'Élisabeth, c'est elle qui marque en quelque sorte les débuts de cet empire britannique et d'outre-mer. Alors, Braudel, comme je vous ai dit, a quand même fait quelques remarques à ce propos. Il a un petit passage, comment l'Angleterre devint une île, dans son livre Le Temps du Monde, donc, dans lequel il dit entre 1453 et 1558, entre la fin de la guerre de Cent Ans et l'année de la reprise de Calais par François de Guise, et donc c'est aussi l'avènement d'Élisabeth, l'Angleterre, sans en avoir eu conscience sur le moment, est devenue une île. Entendez, un espace autonome, distinct du continent. Donc, c'est cette époque d'à peu près 100 ans que pour lui est décisive. Et l'idée étant qu'avant, l'Angleterre s'est comportée comme l'une des provinces ou comme un groupe de provinces de l'espace anglo-français qui, dans sa totalité ou sa presque totalité, était l'enjeu de l'interminable lutte. Longtemps, pendant plus d'un siècle, l'Angleterre a été mêlée, dissoute dans l'immensité de champ opérationnel qui était la France, mais donc finalement, les uns se sont débarrassés de l'autre, on peut appeler ça, si vous voulez, le premier Brexit. Et donc, du coup, à partir de 1558 aussi, il y a une nouvelle phase qui commence
Braudel, dans ce traitement qu'il donne, ne rentre pas trop dans les détails, mais pour lui, une fois qu'il a établi cette idée, il passe à des questions financières, de l'avènement et l'importance croissante de la bourse, de la City et tout ça, et pas tant la question de l'Empire de la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors, dans l'historiographie française, il y a bien sûr aussi une certaine attention prêtée à la question de la compagnie anglaise, compagnie fondée tout à fait à la fin du règne d'Élisabeth en 1600. Les deux petits livres, le livre de Michel Morino dans la série des Que sais-je et de Philippe Audrey, grand spécialiste de l'Empire français, traitent cette compagnie, mais c'est sous un angle toujours comparatiste, si j'ose dire, un peu structurel, plutôt que prêter attention aux évolutions et les changements et aussi les connexions avec les autres phénomènes. Alors, donc, maintenant, revenons à notre point de départ, qui est donc l'avènement des Tudors. Alors, on sait que déjà, Henri VII était quelque part intéressé par ces questions d'empire et d'outre-mer. Ce n'est pas tout à fait surprenant parce qu'on sait qu'à l'époque d'Henri VII, il y avait un lien notamment avec le monde ibérique. Il y avait une présence des Ibériques dans le monde anglais à l'époque. Et un des exemples qu'on peut donner, un exemple relativement facile, c'est cet exemple de la révolte de Perkin Warbeck, un des prétendants qui se disait donc un des princes perdus du XVe siècle. Et bon, bien sûr, c'était un faux, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment, en fait, l'éminence grise de Perkin Warbeck, c'était un Portugais. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Duarte Brandão, il s'appelle aussi Edward Brampton dans la version anglaise, mais là, on voit que c'est un juif portugais. Cecil Rhodes a notamment écrit cet article sur lui, sur Duarte Brandão. Mais on voit là, avec des personnages comme lui, comme Lope d'Albuquerque, qu'il y a quand même une attention donnée par la cour et la mouvance d'Henri VII à ces questions donc des Ibériques et leurs actions à la fois en Europe et en Atlantique. Et Henri VII, d'ailleurs, a aussi voulu promouvoir et patronner, d'une façon un peu radin, il faut le dire, mais néanmoins, une expédition outre-Atlantique, qui est l'expédition de l'Italien Giovanni Caboto, Jean Cabot, qui a été envoyé donc en 1497 jusqu'à la Terre-Neuve, et puis il y a eu une deuxième expédition dans laquelle Cabot s'est perdu. Les propagandistes britanniques plus tard ont même dit que Christophe Colomb est venu voir Henri VII et qui a proposé ses services, mais on a l'impression qu'il s'agit d'un mythe pur et simple. Mais néanmoins, on voit qu'il y a ce moment avec Cabot, qui est un moment, disons, un peu isolé, mais néanmoins qui a un rôle à jouer parce que ça va permettre la fondation d'un certain type d'idée que les Britanniques, eux aussi, ils avaient le droit de s'implanter outre-Atlantique, malgré le traité de Tordesillas et les bulles papales qui avaient donc exclu les Anglais, effectivement. Dans l'article que j'avais écrit avec Anthony Pagden, on a discuté un peu cette question, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a un rapport entre les droits donnés par le roi à Cabot et textuellement la bulle Intercetera de 1493 concédant à Ferdinand et à Isabelle et une faculté, une autorité, une juridiction pleine, libre et absolue sur chacune des terres des îles Strat. Donc, si vous regardez le texte qui est donné à Cabot, on reprend des éléments de cet autre texte pour faire avec ça, donc aussi une espèce de version calquée et qui démontre bel et bien qu'on est conscient en Angleterre
ces autres tendances qui sont présentes dans le monde ibérique. Alors, on sait qu'après Cabo, il y a eu un moment plus ou moins de vide par rapport à l'Atlantique et les Britanniques. La première moitié du XVIe siècle, ce n'est pas une époque très active pour les Britanniques dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas comme si les Anglais ignoraient ce qui se passait dans le monde ibérique de l'expansion. Il suffit de prendre un cas très connu, très célèbre, qui est celui de Thomas More, un grand intellectuel, disons, de l'époque d'Henri VII et d'Henri VIII, qui finalement il a eu des gros problèmes avec Henri VIII, on le sait, mais qui est aussi l'auteur, on le sait, de ce texte remarquable et qui a beaucoup retenu l'attention des chercheurs, qui est l'utopie. Mais il faut aussi juste remarquer en passant que le cadre de l'utopie est donné par une rencontre fictive, bien sûr, avec quelqu'un qui s'appelle Raphaël Iclaudet. On dit qu'il est portugais, le Portugal est son pays. Jeune encore, il abandonna son patrimoine et ses frères et dévoré de la passion de courir le monde, il s'attacha à la personne et à la fortune d'Amérique Vespuce. Et donc, il n'a pas quitté un instant ce grand voyageur. On parle aussi de Taprobane, c'est-à-dire de Sri Lanka. On parle aussi de Calicut. On parle des vaisseaux portugais, etc. Donc, vous voyez que pour donner un cadre à sa fiction, à cette espèce de texte parabole qu'il a écrit, Thomas More est allé donc chercher quelques matériaux chez les Portugais pour encadrer tout ça. Et ce n'est pas seulement Thomas More, il faut dire que son fils, par la suite, John More, nous a aussi donné un texte qui est la traduction des matériaux portugais portant sur les rapports qu'avaient les Portugais avec les rois d'Éthiopie, les rois qu'on appelle donc au moment à l'époque prêtres Jean. Hein? Et ça, c'est donc le texte qui s'appelle The Legacy or Embassade of the Great Emperor of India, Prester John, unto Emmanuel, King of Portugal. Et donc, ça, c'est un texte dans lequel il a utilisé des matériaux portugais passant par l'intellectuel Damien de Gauche. Alors, donc, vous voyez qu'en Angleterre, à l'époque des premiers Tudors, c'est pas comme si tout ce qui se passait dans le monde ibérique, c'était inaperçu. C'est quelque chose dont on avait une connaissance, mais on n'a pas fait énormément de choses avec. Il faut dire que il faut attendre un peu plus tard, le milieu du siècle, plus ou moins, qu'on donne un coup de pouce à l'expansion en commençant donc dans les deux sens. Donc, au milieu du siècle, on va reprendre cette idée d'une présence en Irlande qui existait déjà au début du siècle sous la forme de ce qu'on appelle the English Pale autour de Dublin. Mais cette fois-ci, on va donc commencer avec quelques plantations dans le milieu de l'île. Et donc, c'est le début de ce processus qui va durer tout le XVIe siècle, qui est donc ce qu'on appelle parfois l'expansion Tudor en Irlande. Et donc, notre collègue Nicholas Canny, qui est un des grands spécialistes de ces questions, nous a donné maintes ouvrages portant justement sur ces questions-là. Alors donc, vous aviez ça. Il faut aussi pas oublier que les gens qui étaient impliqués dans l'entreprise irlandaise souvent étaient les mêmes gens qui sont partis outre-Atlantique, comme Humphrey Gilbert ou Walter Raleigh. Donc, il y a plusieurs noms qu'on peut mentionner dans ce cadre-là. Mais il faut aussi prendre en compte que plus ou moins au même moment, au milieu du siècle, on a une autre tentative. Et ça, c'est la tentative d'établir des contacts avec la Russie des arts, notamment de Jean IV le Terrible. Et donc, on connaît ça par le biais à la fois de ces deux voyageurs, Willoughby et Chancellor, qui sont allés donc par Arkhangelsk pour contacter donc justement les arts de Moscovie. Et on aura aussi une suite parce qu'il y a donc un personnage très important qui est Anthony Jenkinson, qui est devenu assez proche du tsar et qui a donc justement
continuer ce rapport. Et il ne faut pas oublier que tout cela n'a pas attendu l'avènement d'Élisabeth. Ça a commencé déjà avec Édouard VI, qui n'a pas régné très longtemps à la suite d'Henri VIII, et ça a continué pendant toutes les années 50. Et donc, il y a eu, bien sûr, une consolidation par la suite, mais ça n'a pas débuté en 1558. Alors, il y a aussi un troisième aspect, c'est la présence anglaise en Méditerranée. Et ça, c'est quelque chose qui est plus ancien. On sait que les Anglais étaient là, par exemple, en Italie, déjà au XVe siècle. Ils sont même allés plus loin que l'Italie, des endroits comme Ancona, etc. En fait, ils sont même allés s'installer à Raguse, à Dubrovnik. Et donc, oui, par la suite, il y a une présence anglaise qui est assez remarquée, par exemple, dans un endroit comme Alep. Et là, vous voyez qu'il y a toute une aventure, pour ainsi dire, syrienne des Anglais qui va débuter donc, et va se consolider au cours du XVIe siècle et va même donc, continuer au-delà de ça au XVIIe et au XVIIIe. Alors, donc, là, vous aviez plusieurs entreprises, plusieurs tentatives. Il y a ce qu'on appelle la Compagnie de Moscovie. Il y a aussi ce qu'on appelle la Compagnie du Levant, the Levant Company. Et donc, tout cela commence plus ou moins vers le milieu du XVIe siècle et va continuer pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc, plusieurs initiatives, Irlande, Russie, Méditerranée. Et on peut même parler des gens qui sont allés au-delà de ça, car on a aussi les premières tentatives d'établir des contacts avec l'Iran des Safavides, car donc il y a des gens qui ont été envoyés là-bas pour contacter le Shah Tahmasp dans les années 1560. Et vous voyez que là, on est maintenant nettement aussi en train de regarder vers au moins l'océan Indien occidental. Alors, pour juste donner un petit peu de saveur littéraire à ça, il faut dire que c'est ce monde-là qui est connu par Shakespeare, qu'il a utilisé comme fond de scène pour un certain nombre de ses textes. On sait qu'il parle beaucoup d'Italie, mais il parle aussi, par exemple, parfois, même dans Le Marchand de Venise, il parle de Tripoli. Alors, ça, c'est pas Tripoli en Libye, mais Tripoli près de Beyrouth. Et il parle justement de ces gens qui sont allés à Alep ou ailleurs. Donc, ce monde méditerranéen est assez connu de Shakespeare. Le monde russe de l'expansion britannique à l'époque, aussi connu, mais un peu moins peut-être. Donc, vous voyez que ça fait partie des ressources culturelles qu'on a, dont on dispose, qu'on a en Angleterre, disons, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Mais pour faire un peu la synthèse de tout ça, il faut quand même un effort. Et alors là, je reviens un peu sur mes propres doutes que j'ai sur cette idée de la révolution Tudor. Parce que si on parle de la révolution Tudor et si on parle de ça comme étant l'aspect central de l'histoire anglaise du XVIe siècle, on a l'impression que le moteur principal, c'est l'État. Et donc, il y a une espèce de mouvement étatique qui dirige les choses, qui dirige les formations, les transformations, et ainsi de suite. Tandis que la réalité, c'est, il nous semble, tout à fait autre. C'est-à-dire, la réalité, c'est qu'il y a énormément d'initiatives privées. Et c'est plutôt, en fait, à partir de ces initiatives privées des particuliers qu'il faut voir, en fait, comment les Anglais ont construit leur premier empire. Et voilà un exemple assez frappant de ces initiatives privées, c'est notamment le cas de Francis Drake. Alors, si on regarde la carrière de Francis Drake, on dirait qu'au début, il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui serait très impliqué dans l'expansion maritime. Il est né dans le Devonshire, il est le fils des métayers, et donc c'est plutôt paysan que marin. Mais assez vite, il va devenir apprenti chez les Hawkins, qui sont des marchands et des pirates assez connus de l'époque.
Dans les années 1560, il a les débuts de son commerce avec l'Afrique occidentale, puis à la fin des années 1560, il rentre dans le commerce de contrebande dans les Antilles. Donc, vous voyez que depuis ce départ, Drake est toujours impliqué dans des relations qu'il a avec le monde espagnol. Et donc, pour faire la contrebande, il faut avoir des partenaires, c'est sûr et certain, mais donc c'est aussi un rapport assez compliqué à la fois de violence, de prédation, mais aussi parfois d'une collaboration, disons, un peu souterraine. D'ailleurs, le nom qui a été donné à Drake par les Espagnols après la célèbre expédition de Panama en 1572, c'est le maître voleur du monde souterrain, mais c'est quelqu'un qui à la fois est voleur, mais c'est aussi quelqu'un qui a appris énormément de choses des Espagnols portant sur le monde commercial de l'Atlantique. Et donc, une fois qu'il a consolidé tout ça, il va se lancer dans son exploit le plus connu, qui est l'exploit de la circumnavigation de 1577-1580, qui va donc durer à peu près 3 ans. Il passe donc par l'Amérique, il va donc contourner l'Amérique, il va arriver jusqu'en Californie, il est allé plus ou moins dans la région de San Francisco et même au nord, puis il a traversé le Pacifique, il était en Indonésie orientale et finalement en évitant l'Inde, et il a donc, encore une fois, contourné le cap de Bonne-Espérance pour rentrer à Plymouth. Il devient donc un peu respectable. En 1580, il devient maire de Plymouth, mais pas trop respectable. Il va reprendre sa vie de corsaire avec des attaques contre Cap-Vert, Carthagène, etc. Donc, à la fois en prenant maintenant comme cible les Portugais et les Espagnols, car on a le même roi à partir de 1580, donc c'est Philippe II dans les deux cas. Et il y a aussi donc un petit rôle qu'il va jouer en 88 contre l'armada espagnole, un rôle qu'on a beaucoup exagéré par la suite, pour finir sa vie au Panama en 1596, quand il a donc voulu prendre la tête d'une expédition, encore une fois en collaboration avec Hawkins, et cette fois-ci, donc, il n'a pas réussi. Alors donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui, dans toute sa carrière, est très, très lié avec le monde ibérique, le monde espagnol et le monde portugais. Il est toujours là, toujours présent dans ces milieux. Si on regarde la circumnavigation qu'il fait, il n'y a absolument pas de doute qu'il a utilisé des pilotes et des savoirs ibériques. Donc, il a un pilote portugais parfois, il a aussi utilisé le savoir espagnol. Et c'est donc quelqu'un qui, à la fois, est un personnage qui est considéré comme très anti-espagnol, anti-ibérique, mais qui est aussi quelqu'un qui a un rapport assez compliqué avec les Ibériques. Et d'ailleurs, c'est grâce à quelqu'un comme lui qu'on a commencé donc à faire un peu la synthèse de ces projets dispersés pour revenir sur une idée qui serait de monter vraiment un projet de contrepoids à ce monde ibérique qui avait déjà donc construit pas seulement un, mais 2 empires vers le milieu du XVIe siècle. Alors donc, si on regarde Drake, il ne faut quand même pas oublier que Drake est un patriote anglais, mais il est aussi culturellement, il est redevable à ce monde ibérique, et c'est un contexte qu'il faut toujours garder en tête. Et donc, même cette histoire de l'Armada, c'est une histoire un peu plus compliquée donc on a plutôt tendance dans l'histoire patriotique anglaise de présenter ça en noir et en blanc, mais en réalité, il y a beaucoup plus d'ambiguïté dans cette histoire, y compris, on ne sait même pas si les Espagnols avaient réussi à mettre pied en Angleterre, s'ils auraient eu aussi un soulèvement de une partie de la population, au moins en leur faveur. Donc, ça, c'est pour vous donner
une idée, disons, plus ou moins de côté de l'approche de type Kenneth Andrews. Mais maintenant, je vais me pencher plutôt sur l'autre aspect, c'est-à-dire plutôt de l'approche des gens comme Armitage et autres, c'est-à-dire sur l'idéologie et les idées et les personnages qui comptaient dans ce monde idéologique. Et alors, voilà, un des personnages les plus importants, sans aucun doute, c'est donc Richard Hakluyt. Richard Hakluyt, qui était un espèce de publiciste, qui a beaucoup publié, qui a beaucoup écrit, et surtout un compilateur. Donc là, vous voyez deux de ses ouvrages. Il y a l'ouvrage le plus connu en plusieurs volumes, The Principal Navigations, Voyages and Discoveries of the English Nation, Made by Sea or Overland. Une partie de ce texte est basée sur des voyages un peu mythiques et farfelus, mais néanmoins, il essaie de démontrer comment les Anglais ont toute une tradition d'exploration, de navigation, etc. Et donc, c'est basé sur cette tradition-là qu'il faut revenir sur la notion que les Anglais sont maintenant prêts à construire à eux aussi un empire d'outre-mer. Mais regardons encore, ce n'est pas du tout quelqu'un qui représente une idéologie officielle. Bien sûr, il est lié avec des grands personnages dans le genre Robert Cecil ou Francis Walsingham, mais il est quelqu'un qui va agir à son propre compte. Et là encore, c'est intéressant de voir que même s'il est là pour vanter les vertus des Anglais, souvent ces textes, comme par exemple ce texte portant sur la Virginie, c'est construit sur les récits justement des Espagnols et des Portugais. Donc, par exemple, ici, il y a dans le texte sur la Virginie un texte sur Hernando de Soto qui a fait une expédition du Mexique vers le nord. Et puis, il y a aussi cet autre texte d'un Portugais, un gentilhomme portugais des Elvas. Et donc, il utilise ça. C'est aussi un traducteur qui va sans cesse puiser dans les textes en espagnol et en portugais pour ses propres fins. Donc, c'est quelqu'un comme Hakluyt qui donc est aussi lié avec d'autres. Par exemple, il y a un personnage comme John Dee qui, en 1578, a présenté à la reine un texte qui s'appelle « Les limites de l'Empire britannique », où il va donc essayer de délimiter les sphères espagnoles et britanniques dans l'Atlantique. Hein. Et en fait, dit un peu comme Hakluyt, mais même plus, a un peu tendance d'être fantaisiste. Il raconte aussi dans son texte qu'il y avait quelqu'un, un prince venant du pays de Galles, qui s'appelait Lord Madoc, qui au XIIe siècle déjà avait fondé une colonie dans la province de Floride. Et donc, bien sûr, ça donne aux Anglais une espèce de droit de précédence sur la colonisation de l'Amérique. Donc, comme dit Armitage quelque part, pour être idéologue impérial, il faut aussi être très mauvais historien et ça se voit dans ce cas précis. Mais voilà, donc, on a tous ces gens-là un peu dispersés qui ont chacun leur propre initiative et qui vont aussi aller chercher des matériaux pour comprendre mieux ce qu'était le domaine espagnol et portugais d'outre-mer. Par exemple, parmi les acquisitions de cette époque-là, il y a ce texte-là de Codex Mendoza portant sur le Mexique et c'est quelque chose qu'on a acheté, si je ne me trompe pas, à André TV et qui se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque bodléenne d'Oxford. Et donc, ça aussi, ça démontre la curiosité des gens en Angleterre à cette époque-là pour mieux comprendre ce qui se passait en Amérique espagnole, en Atlantique, mais aussi en Asie. Mais bien sûr, on avait beaucoup de difficultés à avoir des informations extrêmement précises. Et c'est là où intervient un cas assez curieux. C'est quand, au début des années 1590, les Anglais, y compris les gens de la mouvance de Drake, et du comte de Cumberland vont donc mettre la main sur un navire, un gros navire portugais qui s'appelle Madre de Dios, qui était au retour de l'Inde en contournant le cap de Bonne-Espérance. Et donc, ils vont prendre ce navire en mi-chemin dans l'Atlantique et puis ils vont l'amener à Southampton. Dans ce navire, il y a beaucoup de choses. Il y a des objets précieux,
on n'a jamais pu faire le compte de ces objets parce que beaucoup ont été donc volés par les marins dans le processus. Mais on sait qu'on avait pas mal de choses dans les coffres dont on a même fait des listes. On a fait plusieurs listes en portugais, en anglais, etc. Et en regardant ces matériaux-là, on arrive à la conclusion que donc à partir de ça, les Anglais à l'époque ont eu une idée beaucoup plus précise de ce qu'était l'Empire portugais d'Asie, parce qu'ils ont aussi mis leurs mains sur des papiers, y compris par exemple des papiers, ce qu'on appelle les budgets des orçamentos, qui traitent des revenus et des dépenses des États des Indes. On a mal identifié ça avec le vice-roi Dom Duarte de Menezes. Il venait en fait du vice-roi, le gouverneur suivant, Manuel de Sousa Coutinho. Mais peu importe, ce qui compte pour nous, c'est qu'il y avait là donc une espèce de panorama de l'ensemble de ces possessions des Portugais. D'ailleurs, Hakluyt a écrit ce texte sur la prise de Madre de Dios en disant « Ici, je ne puis que prendre en considération et reconnaître la grande faveur de Dieu envers notre nation qui, en mettant cette prise entre nos mains, nous a de toute évidence révélé les commerces secrets et les richesses indiennes que jusqu'alors nous demeuraient étrangement cachés et astucieusement dissimulés. » Donc, les Portugais qui étaient en train de cacher ça, et maintenant, c'est dévoilé. On a donc compris le type de produits qui venaient de l'Inde, poivre, clou de girofle, calico, qui est devenu de plus en plus important déjà à cette époque de la fin du XVIe siècle, indigo, soierie, etc. Donc, ces inventaires ont eu un rôle très important pour donner une idée plus précise aux Anglais. Et donc, une fois qu'on a ça, on s'est lancé dans ces projets et, par exemple, on a ce texte qui est le texte qui est envoyé à la reine avec des raisons pour lesquelles les marchands ont envie de faire leur commerce avec les Indes orientales, qui est la base donc de la compagnie anglaise fondée en 1600. Les auteurs de ce texte, d'ailleurs, ont consulté non seulement les livres de Castaneda, de Barros de Galvão, de Osorio, les mêmes textes que Michel de Montaigne a aussi consulté, mais aussi ce Notable Intercepted Register or Matricula, qui est donc justement le texte que je viens de décrire, ces documents administratifs portugais qui ont donné une idée beaucoup plus précise aux Anglais. Alors donc, les Anglais se lancent dans l'océan Indien au tout début du XVIIe siècle. Ils vont donc improviser. Au tout début, ils n'ont pas beaucoup de succès, mais c'est remarquable de voir que le succès commence plus ou moins à partir du moment en 1635, quand ils vont signer un traité de paix avec le Portugais, donc notamment avec le vice-roi portugais, le comte de Linhares. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent lancer des projets de collaboration avec les Portugais. Donc, par exemple, 4 ans après ce traité de 1635, en 1639, ils vont fonder la ville de Madras. Et un auteur récent nous a parlé de ça en disant que Francis Day et Andrew Cogan, qui étaient les fondateurs de Madras, Madras et de Fort Saint-Georges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé la communauté indo-portugaise. Et donc, c'est bien sûr, si on regarde la ville de Madras, il y a une présence forte des marchands indiens, des tisserands indiens et ainsi de suite, mais il y a aussi une présence non négligeable de ces Portugais qui jouaient l'intermédiaire et ça va de soi que la plupart des Anglais qui venaient faire le commerce en Inde à cette époque-là apprenaient le portugais et donc ça fonctionnait à partir de cette couche intermédiaire et c'était un peu comme ça que ça se faisait. Et la même chose quant aux autres endroits comme Bombay dans les années 1660 ou Calcutta plus tard. Maximilian Bowman, qui était un marchand interlope qui naviguait entre le monde des Anglais et le monde des Portugais, nous a laissé
et notamment une lettre écrite dans les années 740 où il nous donne quelques détails de ce rapport entre ces deux mondes. Et comme ça, on peut reconstruire un peu le fait que même après, quand ils sont installés en océan Indien, les Anglais restaient extrêmement redevables pour leur savoir, mais aussi même en tant que modèle, hein, parce que finalement, la vie de ces endroits comme Madras et Bombay, bien sûr, il y a une vie officielle, mais la réalité, c'est aussi la réalité et la spécificité anglaise. La spécificité anglaise par rapport aux Néerlandais qui avaient toute autre manière de fonctionner, c'était le fait que les Anglais ont basé leurs opérations sur ce qu'on appelle les country traders. Et les country traders des Anglais sont rien d'autre qu'une version légèrement revue et corrigée des casados, c'est-à-dire ces commerçants privés qui ont aussi animé une grande partie de la vie de l'Empire portugais des Indes. Donc, en fait, là, on voit, et ça a été remarqué par les gens qui ont étudié les comptes et les façons de fonctionner de ces country traders, qu'ils avaient donc beaucoup pris de fonctionnement justement ces Portugais qui existaient déjà au XVIe siècle en tant que commerçants des Indes aux Indes, comme on disait à l'époque. Donc, ça, c'est l'aspect l'océan Indien. Mais il ne faut pas oublier aussi que même si en Atlantique, il y avait une hostilité marquée envers les Espagnols, les Anglais, eux aussi, ont participé dans la légende noire. Et il y a certains historiens récents comme Jorge Cañizares Esquerra qui ont proposé que malgré ces différences entre les protestants et les catholiques, il y avait beaucoup de choses en commun, c'est-à-dire une espèce de désir pour utiliser la violence contre les idolâtres, contre les infidèles, etc. Donc, il nous dit que les puritains, eux aussi, étaient en quelque sorte les conquistadors. Mais il faut aussi regarder pour les connexions. Et pour les connexions, donc un peu comme Drake, un autre personnage qui reste très important, c'est donc Walter Raleigh. Walter Raleigh qui a donc écrit pas mal de textes dans lesquels il démontre tout le respect qu'il a pour l'Empire espagnol. Et en fait, il est parmi les gens qui ont dit ouvertement que c'est sur le modèle espagnol qu'il fallait fonctionner. On sait qu'il avait même ce projet qui n'a pas vraiment réussi sur El Dorado pour trouver ce royaume mythique pour lequel il a donc puisé dans les histoires portant sur Lope de Aguirre et autres. Donc, là, vous voyez dans le cas de Raleigh, quelqu'un qui est encore une fois très, très impliqué dans le monde de l'Empire espagnol, qui parle espagnol lui-même, etc. Donc, malgré le fait qu'il y a manifestement une opposition, et si on regarde Hakluyt, il y a beaucoup de rhétorique anti-espagnole dans Hakluyt. Les Espagnols sont des lâches, ils sont des gens intolérants, ils sont des catholiques, donc vraiment extrêmement violentes, etc. Mais derrière ça se cache aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire une espèce de dette envers le savoir espagnol. Et je vous donne un dernier exemple pour avoir une conception un peu plus précise de ce dont je parle. Et c'est le cas de quelqu'un que j'ai traité naguère dans un autre cours il y a quelque temps, mais c'est quand même un exemple extrêmement important. Et c'est le cas donc de Thomas Gage. Alors, Thomas Gage, qui est l'auteur de ce texte, A New Survey of the West Indies, or the English American. Et là, vous voyez aussi la traduction française, Nouvelle Relation, contenant les voyages de Thomas Gage dans la Nouvelle-Espagne. Alors, c'est qui ce monsieur Gage? Ce monsieur Gage, c'est donc un personnage assez intéressant, né en 1603 dans une famille catholique en Angleterre. Donc, on voyait comme étaient beaucoup de ces catholiques anglaises à Saint-Omer, donc en France, pour faire des études. Et puis, il va se rendre à Valladolid, en Espagne, pour continuer ses études.
Donc, il devient religieux, il rentre dans l'ordre dominicain et il prend le nom de Thomas de Santa Maria. Et donc, une fois qu'il est rentré dans cet ordre, il a donc envie de devenir missionnaire. Il va traverser l'Atlantique, arriver en Amérique et puis partir aux Philippines. Il va aussi donc, passer du temps à Chiapas, à Guatemala, etc. Et une fois qu'il a passé à peu près une dizaine d'années, sinon plus dans l'Empire espagnol, il va donc rentrer en Europe et il va notamment rentrer en Angleterre en 1637. Et puis, on voit un changement dans ses attitudes. Il décide qu'il n'aime pas trop ni les catholiques ni les Espagnols. En 1642, on voit son abjuration officielle. Il devient protestant. Il commence à trahir un certain nombre de ses camarades catholiques. Il y a aussi des gens qui sont exécutés par conséquent. Et il va donc commencer la rédaction de son livre. Alors, donc, dans son livre, il décrit en Amérique espagnole avec force détail. Il donne l'impression que les Espagnols ont relativement, sont arrivés finalement dans un état de faiblesse au moins relative, qu'il ne serait pas trop difficile en fin de compte si on avait les moyens et si on avait la détermination de mettre fin à cet empire espagnol. Ce que les Britanniques et les Néerlandais n'avaient jamais pu faire jusque-là. Vous voyez que si on est dans les années 1640, les Néerlandais avaient fait leur tentative dans le Brésil, leur affaire de Pernambuco. Les Anglais se sont limités à leur colonie du Nord-Est, c'est-à-dire autour de Chesapeake en allant jusque dans la Nouvelle-Angleterre. Mais ils ont en fait évité le centre. Et c'était pourtant ce centre qui était plus prospère, où il y avait plus d'urbanisation, où il y avait plus d'agriculture, des plantations, etc. Donc, l'idée de Gage, c'est qu'il faut se lancer contre ces gens de l'Empire espagnol. Mais pour faire ça, il faut quand même comprendre et apprendre ce qui est cet Empire espagnol. Donc, entre des moments quand il est en train d'écrire ces textes comme ça, The Tyranny of Satan, qui sont des polémiques religieuses, il est aussi en train de construire toute une narration portant sur l'Amérique espagnole avec une description des ports, des villes, des ressources, des institutions et ainsi de suite. Alors, donc, ça, c'est un premier texte de ce type, de cette envergure, même si Hakluyt avait quand même mis ensemble, en tant que compilateur, un certain nombre de matériaux, mais le texte Gage est d'un autre ordre. Et ça sert à quoi? Ça sert enfin à donner un coup de pouce à quelqu'un qui va prendre le pouvoir dans les années 1650, qui est donc Oliver Cromwell. Et donc, Cromwell, on sait, était un lecteur assez avide de Thomas Gage, et c'est donc, il n'y a pas de mystère, on voit que Cromwell a lu ce texte et à partir de ça et à partir d'autres matériaux, il va donc former son idée de ce qu'on appelle le dessin occidental, le Western Design, et donc il va donc constituer une flotte qui sera envoyée dans les Antilles avec Thomas Gage. Alors, il s'avère finalement qu'ils ont mal calculé. On a sous-estimé les Espagnols, on a aussi surestimé les forces des soldats anglais qui étaient à l'époque déjà extrêmement fatigués à la fin d'une guerre civile très éprouvante. Leur projet de faire une première conquête dans le Hispaniola, autour de Saint-Domingue, va échouer. Et donc, finalement, les Anglais sont obligés de revenir sur la Jamaïque et ils vont faire donc la conquête de la Jamaïque, qui devient la première implantation des Anglais dans les Antilles d'une certaine importance. Et à partir de ça, donc, les Anglais vont aussi commencer à regarder autour
pour construire un petit empire entier de plantations avec Guyane, Barbade et ainsi de suite. Et là, vous voyez que le rôle de Gage, c'est quand même assez crucial pour cette histoire. Et là encore, vous voyez que c'est Gage qui avait une expérience, qui est devenu donc missionnaire, puis revenu vers le protestantisme, qui est une espèce de personnage clé pour comprendre en fait comment on a voulu construire cet empire, et on a en fait réussi à construire quelque chose au moins dans ces îles des Caraïbes. Alors donc, pour conclure, il y a bien sûr plusieurs questions qui restent en débat et plusieurs points de vue pour aborder ce premier empire britannique. Alors là, je vous cite un passage de David Armitage qui nous a expliqué, et c'est une idée assez intéressante, que l'idée d'empire qu'on trouve dans le monde élisabétain, c'est pas seulement tardif, mais peu sophistiqué, peu élaboré. Pour lui, même si des gens comme Francis Yates ont essayé de montrer qu'il y avait une espèce d'imagination impériale dans le monde élisabétain, pour Armitage, c'est plutôt une construction assez boiteuse, fabriquée avec des matériaux à la fois anciens comme Virgile ou des textes venant de l'Europe comme Giordano Bruno. Donc, il nous dit qu'effectivement, ces racines idéologiques ne sont ni très sûres, ni très stables, et d'ailleurs, ni très originales, en fin de compte. Et d'ailleurs, ça nous amène vers une réflexion justement pour savoir s'ils ne sont pas très originaux. Alors, manifestement, il faut chercher les racines aussi ailleurs. Et là, je reviens sur un autre article publié il y a quelques années par le spécialiste de l'Empire britannique en Amérique, Elijah Gould, qui a un titre qui est Provocation, l'Atlantique anglophone comme une périphérie de l'Atlantique hispanophone, dans lequel il dit qu'il faut quand même mettre fin à cette attitude qui fait qu'on étudie l'Empire britannique de l'Atlantique en isolement, sans se rendre compte qu'il était très, très mêlé avec l'histoire de l'Empire espagnol. Hein. Donc, il dit que plutôt qu'aller vers l'histoire comparée, hein, claiming too much for comparative history, il faut être ouvert à des autres approches où on voit comment elles sont donc des empires enchevêtrés, intermêlés ou connectés. Alors, cela ne veut pas dire, bien sûr, que l'histoire comparée des empires ne sert à rien. D'ailleurs, on peut aussi, à partir de la comparaison, arriver à un certain nombre de conclusions. Et surtout si on est un comparatiste assez doué comme John Eliot, qui nous a donné ce livre qui malheureusement n'est pas traduit en français, mais on a donc ces deux versions en espagnol et en italien, Imperios del Mundo Atlántico, dans lequel Eliot aussi pratique quelque chose qui est assez souhaitable, c'est-à-dire une comparaison non hiérarchisée entre ces deux empires. Mais je pense que même si on peut continuer dans le chemin de cette approche plutôt classique, il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, il y a aussi une autre façon de pouvoir aborder ces problèmes et essayer de voir ça pas au niveau de la comparaison uniquement, mais aussi au niveau de la connexion, car en fin de compte, on était à l'époque toujours dans un cadre où, quand on voulait construire un empire, comme voulaient les Britanniques à la fin ou dans la deuxième moitié du XVIe siècle, on regardait ailleurs
pour voir qui avait fait quoi pour utiliser les autres comme exemple, même si on avait une relation hostile d'un point de vue idéologique avec certains aspects de leurs empires. Je vous remercie de votre attention